Info 243 au cœur de l'actualité. 62 ans après l'indépendance, beaucoup de questions continuent d'attirer l'attention de Congolais. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Bonne fête d'indépendance. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur des questions d'actualité avec le ministre provincial des Lituri, et avec lui, nous allons évoquer quelques questions d'actualité et entrer à son secteur. Il est le ministre en charge de l'agriculture, pêche et élevage, Monsieur Pilo Dramani Gershom. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup et bonjour et bonne fête de l'indépendance, cher Raphaël. Alors aujourd'hui, l'indépendance, c'est vrai que ça a affecté plusieurs secteurs. Parlons de votre secteur. 62 ans après l'indépendance, quel aperçu faites-vous sur la situation alimentaire en République démocratique du Congo? Avant de répondre à cette préoccupation, je voulais d'abord souhaiter une bonne fête de l'indépendance à tous les agriculteurs de la RDC, les paysans, qui continue à se donner avec beaucoup de sacrifices pour nourrir la population congolaise. Et deuxièmement, je voulais signaler à nos auditeurs, au terme de l'ordonnance présidentielle qui a décrété l'état de siège à Ituri, nous sommes en suspension, le gouvernement provincial civil, et que le gouvernement militaire est entré d'évoluer dans ce secteur. Et c'est dans ce cadre que nous allons intervenir en qualité d'un chercheur en droit à l'alimentation et reconstruction de paix, et également comme représentant des entrepreneurs dans l'agro-business. Alors, la question était de savoir, aujourd'hui, quel aperçu faites-vous sur la situation alimentaire, la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo, votre secteur, le secteur que vous maîtrisez? Oui, comme vous l'avez dit, 62 ans après, qu'en est-il de la souveraineté alimentaire en RDC? C'est une question qui demeure toujours préoccupante au regard de plusieurs faits, notamment la situation de l'insécurité alimentaire, la malnutrition que nous sommes en train de vivre en l'est de la RDC, au Kasaï et partout d'ailleurs. Faudra-t-il, avec ces situations dramatiques, parler de la souveraineté alimentaire en RDC, sachant bien qu'un État de droit, un État souverain, un État indépendant pourrait être un État où la question de la sécurité alimentaire ne pouvait pas revenir. C'est pour dire que 62 ans après, il y a un souci sur le plan de la politique agricole, capable de nourrir notre population, capable d'assurer leur sécurité alimentaire. C'est dans ce cadre, aujourd'hui, au niveau de la RDC, le gouvernement a l'obligation de protéger ses droits à l'alimentation, c'est-à-dire accorder un environnement sain, un environnement sécurisé, pourvu que la population puisse exercer librement les activités relatives à la production agricole, à la transformation agricole. L'État a l'obligation également de promouvoir ses droits à l'alimentation, c'est-à-dire donner les moyens nécessaires. Aujourd'hui, il est un fait qu'en RDC, nous sommes en face de la problématique d'accès aux semences de qualité. Et quand il n'y a pas de semences de qualité, déjà la question de la sécurité alimentaire est en difficulté. Et c'est dans ce cadre-là, il est encore, 62 ans après, l'État doit encore fournir beaucoup d'efforts pourvu que la question de la sécurité alimentaire soit prise en charge. Et enfin, l'État a l'obligation de donner effet à droit de l'alimentation, c'est-à-dire pourvoir aux besoins de ceux qui sont devenus, de ne pas avoir le manger, soit par rapport à la restriction. Je prends les cas de prisonniers au niveau de la prison Makala. Est-ce qu'ils ont accès à leur nourriture comme ça devrait se passer? Tous ces éléments-là de problématiques nous ramènent à dire que 62 ans après, la sécurité alimentaire en RDC
est encore dans un chantier qui mérite beaucoup d'efforts de la part non seulement de l'État congolais, et également de la part des opérateurs économiques privés. Tel est le cas de la société Eligibor Global Business de l'Ituri, qui veut, dans un avenir proche, apporter une réponse solide en ce qui concerne cette problématique de la sécurité alimentaire pour ramener notre pays à assurer son statut d'un État souverain et cette souveraineté dans l'alimentation. Pour conclure à cette question, je fais la mienne, la pensée du président américain qui avait dit quand parmi tous les droits de l'homme, c'est le droit à l'alimentation qui est en tête. Si le droit à l'alimentation est compromis, c'est-à-dire tous les autres droits sont également compromis. Donc on ne peut pas parler de l'état des droits en violant le droit à l'alimentation. Ouais, et c'est pourquoi nous en faire une priorité des priorités. Nous voulons que ces slogans politiques soient traduits en quelques situations concrètes. La revanche des sols sur le sous-sol devienne vraiment une réalité. C'est le vœu d'ailleurs du président de la République. 62 ans après, un président de la République qui veut exploiter plus le sous-sol et mettre en exergue. 62 ans après, c'est quoi ces contrastes? Qu'est-ce qui justifie ces contrastes? Nous avions hérité d'un sous-sol riche, mais le Congolais continue de pleurnicher, manquer quoi manger. L'Ituri, un pays riche où vous avez un sous-sol vraiment béni, mais le Congolais, ou soit la population iturienne, continue à trimer. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie? C'est quoi? Qu'est-ce qui est le couac qui dérange? Il y a plusieurs couacs qui entrent, mais nous allons juste soulever quelques points essentiels par rapport à ce que nous voyons et sur lesquels nous sommes en train déjà d'apporter quelques solutions idoines et nous espérons que le gouvernement de la République pourrait prendre en considération cette situation. La première situation aujourd'hui qui fait à ce que la sécurité alimentaire est en difficulté, c'est le manque d'accessibilité au crédit agricole. Les paysans qui se sacrifient n'ont pas les crédits essentiels pour exécuter leurs activités. Ça, c'est le premier élément. Et dans ces manques d'accessibilité au crédit agricole, directement de la part du gouvernement congolais, le budget alloué au secteur agricole est très insuffisant. Quand nous prenons la déclaration de Maputo, qui propose 10% de budget national pour l'agriculture, vous êtes mieux situé pour dire combien notre budget présente. Ce n'est même pas 10%. Et maintenant, dans l'exécution, c'est encore le cas catastrophique. Ça, c'est le premier élément qui fait à ce que l'insécurité alimentaire et que la population puisse également continuer à pleurnicher en ce qui concerne les droits à l'alimentation. Deuxième élément qui fait à ce que la population se trouve encore dans, c'est le manque de la mise en place de la politique qui valorise les chaînes de valeur agricole. C'est-à-dire, après la production, on devrait penser à transformer les produits agricoles pour faire de plus-value. Malheureusement, nous n'avons pas ces éléments relatifs à la transformation pour plusieurs raisons, notamment dans les milieux ruraux où les populations rurales se donnent pour l'agriculture, ils n'ont pas accès à l'énergie. Comment ils vont développer leur agriculture? Ça fait déjà très mal. Et quand bien même il y a quelques microcentrales, deux fois des privés, il n'y a pas de subvention de l'État. Et tout cela, ça met des gens en difficulté que la production agricole puisse aller au-delà. Parce que quand on parle de l'agriculture, les gens pensent que l'agriculture, c'est juste aller cultiver
Et produire, non, l'agriculture est au-delà de cela. Il y a un autre élément qui fait encore très mal dans le secteur agricole, c'est la question d'évacuation des produits agricoles. Aujourd'hui, nous avons des difficultés des routes de dessert agricoles. Les routes de dessert agricoles, comment on peut arriver à aider la population d'évacuer ces produits à partir, par exemple, de l'Ituri, Kisangani, et Kisangani, vous prenez le fleuve pour Kinshasa. Ça pose problème. Donc, tous ces éléments-là, ça entre pourvu que la population puisse pleurnicher. Il se peut qu'à un moment donné, la population se dit abandonnée. Pourtant, même nous, les politiques, les opérateurs économiques, les médias, pour bien travailler, vous commencez d'abord par manger. C'est pourquoi nous appelons encore au gouvernement de la République de mettre un accent particulier sur ces slogans politiques pour relever les différents défis. Peut-être le dernier point qui fait à ce qu'on puisse encore pleurnicher, je prends l'aspect de l'Est de la République, le fait que la politique agricole est restée plus dépendante des aides humanitaires. Or, avec des aides humanitaires, il ne sera pas également facile de relever ces défis parce que ce sont des aides qui interviennent dans le cadre des urgences. Et revoir même cette politique dans le secteur agricole avec le partenaire technique financier serait une situation la plus solide. Et c'est même l'expérience qu'aujourd'hui à l'Ituri, nous sommes en train de mettre sur place à travers le secteur privé et le programme USAID. Pour changer les paradigmes. Oui, pour changer les paradigmes. Ne plus parler de minéraux comme d'habitude, mais parler maintenant de l'agriculture. L'agriculture comme priorité des priorités. Une question m'est venue en tête pendant que vous étiez en train de parler. Les gens ont tendance de vanter la partie est de la République démocratique du Congo pour ses ressources naturelles, parlant plus de minéraux, mais ils oublient l'agriculture. Est-ce que c'est possible, avec ce que nous avions dans le sous-sol, dans la partie est, que nous parlions développement au travers ce que nous avons comme richesse? Quand nous parlons de l'Ituri en particulier, d'abord l'Ituri s'intègre grenier agricole. L'Ituri est là parmi les 5 premières provinces, je dirais même la première province de la RDC où toutes les cultures agricoles sont praticables. C'est à Ituri que vous trouverez les céréales, les bonne qualité, les soja, le maïs et tant d'autres. C'est à Ituri que vous trouverez les tubercules de bonne qualité, les maniocs, qui aujourd'hui entrent dans la politique du gouvernement pour le peaufiner, en le transformant de farine pour les pâtisseries et autres. C'est l'Ituri. C'est à Ituri on trouve des pommes de terre qui nourrissent aujourd'hui même l'Ouganda. Voilà. Mais au détriment de la RDC. Oui, pourquoi? Parce que le marché semble être mieux organisé en Ouganda. Et c'est là où encore, au-delà de ces potentialités, le gouvernement doit trouver un mécanisme cohérent avec les opérateurs économiques privés, avec les paysans, avec les organisations paysannes, pourvu que nous puissions relever ensemble ces défis. C'est à Ituri que vous trouverez les légumes et les fruits bio d'ailleurs, non pas sur base de produits chimiques. Pastèque bio, c'est à Ituri, les aubergines, c'est à Ituri, presque tout le nécessaire, c'est à Ituri. Et les cultures pérennes, stratégiques, qui ont fait même la fierté de la RDC dans l'assiette, les cafés arabica, c'est à Ituri. Mais aujourd'hui, ces cafés ne profitent pas pour la RDC, c'est l'Ouganda qui en profite. Pourquoi? Parce que la commercialisation est plus mieux aux côtés de l'Ouganda. Aujourd'hui, c'est à Ituri, il y a le cacao. Même le Nord Kivu bénéficie de la grande production de l'Ituri en termes de cacao. Donc tous ces éléments-là, Ituri, grenier agricole, méritent une attention particulière de, primo, le gouvernement de la République, parce que c'est de sa responsabilité,
ne pas se fixer plus sur le partenaire, car les partenaires viennent en appui à ce que le gouvernement doit faire. Aujourd'hui, USAID appuie, facilite les opérations de différentes cultures pour Ituri, que ce soit dans les cafés, que ce soit dans la culture vivrière, mais il va falloir que le gouvernement joue ce rôle, soit dans les cadres de réglementation pour faciliter le climat d'affaires, soit dans les cadres de subventions auprès des agriculteurs, pourvu qu'ils puissent développer leur potentiel. Si tous ces éléments sont pris en considération, il est sûr et certain que, à travers l'agriculture, nous pouvons stimuler une croissance inclusive, c'est-à-dire créer d'emplois pour de milliers. Et on ne parlera plus de minerais. Le minerai, ça peut venir pour compte après, en fait. Les minerais donc c'est possible de réaliser, c'est dont le président de la République a parlé, il a présenté au grand public. Ah oui, d'ailleurs. Revanche de sous-sol. Nous l'avions lors du sommet, le sommet d'investissement. Nous avions pris un tas minime avec les collaborateurs du ministre de l'Agriculture où nous leur avons dit c'est l'agriculture qui doit être prise en considération. Pas seulement pour le développement, mais également avec une nouveauté que nous sommes en train de mettre sur place à Ituri pour apporter la stabilité pour la RDC. Pourquoi la stabilité à travers l'agriculture? Je prends le cas de l'Ituri. Aujourd'hui, plus de 40 000 combattants sont enregistrés en Ituri, dans les groupes armés locaux. Ce sont des jeunes de villages, de milieux ruraux, qui sont dans l'oisivité, qui n'ont pas les travaux et qui sont manipulés et ils se retrouvent dans les groupes armés. Mais si l'État mettait une attention particulière, et les partenaires de développement et les investisseurs du secteur privé pour créer des investissements, des chaînes de valeur agricole dans cette région de l'Ituri, cher Raphaël, devant toute la nation qui nous suit, sans baguette magique, 6 mois c'est trop pour mettre fin à l'insécurité de l'Ituri. Alors, nous espérons c'est un technicien, vous comprenez, tout au long de cette émission, pour des personnes qui nous ont pris en cours, c'est le monsieur Pilo Dramani Gershom, ministre en charge de l'agriculture, pêche et élevage, avant l'état des sièges, il faut bien le dire. Alors, vous entendez parler, au-delà de minerais, l'Ouganda tire beaucoup plus de profil sur la RDC et même sur le point agriculture. Est-ce vrai? Ah oui. Et aujourd'hui, nous avions suivi d'après l'actualité comment ça a évolué. Vous venez d'organiser le salon Agro-PIS. C'est quoi exactement le salon Agro-PIS? Oui, le salon Agro-PIS, c'est un événement de rencontre nationale et internationale qui sera le premier d'ailleurs en RDC, même au monde, au niveau de l'Ituri, au mois d'août, du 2 au 5 août, où les décideurs politiques, les opérateurs économiques, les paysans, les jeunes, les femmes rurales, les personnes vivant avec handicap, les partenaires techniques et financiers, les partenaires de développement, notamment USAID qui sera avec nous, nous allons réfléchir sur comment, à travers l'agriculture, on peut stabiliser l'Est de la République. Comment, à travers l'agriculture, nous pouvons ramener une paix durable. Cela est possible. Je vais l'illustrer par des cas concrets que la société LGBOR assure déjà sur le terrain. Allez-y. En 2020, si pas 21, si pas ma mémoire me trompe, c'est 2021. Vous vous rappelez sur la montagne des chaînes sur la chaîne de montagnes de Moblé, 22 km de la ville de Bunia, il y avait le groupe armé Codeco avec leur leader Petit Loup, alias Petit Loup, qui œuvrait dans cette région.
le gouvernement militaire a neutralisé. Mais après avoir neutralisé, la jeunesse était restée sans quoi faire. Nous sommes venus avec notre initiative pour encadrer ces jeunes. Aujourd'hui, quelques jeunes travaillent dans des champs agricoles. Comment encadrer? C'était dans quoi exactement? Comme main-d'œuvre pour le labour, comme main-d'œuvre pour le sarclage, pour les semis, et également les encadrer dans leur propre activité agricole. Aujourd'hui, ces jeunes gens nous les témoignent. Espérons un jour vous allez venir vers ces côtés en disant, Excellence, si cette politique était prise bien au début, cette région ne serait pas en insécurité. Parce que nous avons quoi manger, nous avons quoi gagner, nous avons, au-delà de quoi gagner, comment projeter notre avenir, prendre en considération les besoins primordiaux de leur famille. Et ceci motive et prouve en suffisance qu'à travers l'agriculture, nous pouvons couper cette chaîne de l'insécurité. Peut-être pour vous renchérir, pour cette année, c'était avec la communauté Bira et la communauté Lendu, il y a eu une assise. Comment on peut transformer les secteurs agricoles pour la stabilisation? Nous avions monté cette note qui a attiré l'attention de plusieurs partenaires qui ont mis sur place ces deux communautés à s'asseoir avec quelques éléments de groupes armés qui se revendiquaient défendre leur communauté. Mais, cher Raphaël, les résultats à Ituri aujourd'hui, la note conceptuelle que le ministère de l'Agriculture, avant l'état de siège, a proposée pour le partenaire, a ramené aujourd'hui deux grandes factions à faire un acte unilatéral d'engagement pour cessation des hostilités. Parce qu'ils disent, en voyant toutes les opportunités de chez eux, ils sont capables à transformer leurs énergies agressives aux énergies de développement. S'ils ont déjà pris cette allure, pourquoi pas les gouvernements de la République venir assister avec nous au mois d'août dans ce salon qui aura lieu en territoire d'Ndjougou, qui est considéré même l'épicentre des conflits à Ituri. Le conflit de Nouananef, ça a commencé en territoire d'Ndjougou. 2017 en territoire d'Ndjougou. Et c'est l'Ndjougou qui est même le grenier agricole de l'Ituri. C'est à Ndjougou que vous trouverez toutes les cultures. Et dans l'histoire, selon l'époque coloniale, les grandes concessions agricoles de Belges se retrouvaient en Ndjougou. Et aujourd'hui, nous nous sommes dit, réfléchir dans ces salons pour voir comment encadrer les jeunes, comment créer des emplois dans la chaîne de valeur agricole, afin que ces jeunes soient un élément pour la paix durable et également un élément vecteur de la cohésion. Pourquoi ces salons? À travers ces salons, nous voulons également réfléchir pour relever les défis que nous avions dit dans le cadre de la défaillance de la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, nous disons à travers l'agriculture, il faut des semences de qualité. Mais pour avoir des semences de qualité, ça demande des moyens. À travers ces salons, nous allons réfléchir avec quelques opérateurs sémenciers comment faciliter l'accessibilité aux semences, aux opérateurs qui sont présents sur place, afin qu'après 3 mois ou après la saison, qu'ils commencent à rembourser petit à petit pour assurer la sécurité. Et en dernier lieu, dans le même salon, nous allons réfléchir sur la politique également de la commercialisation. Vous savez, le seul lieu qui unit, c'est l'agriculture. Quand tu viens au marché, comme nous sommes ici à Kinshasa, quand vous venez au marché, vous n'allez pas demander si ça c'est l'étalage pour les ressortissants de Kasaï, de l'Ituri, de Nord Kivu.
vous venez selon les produits. Mhm. Et nous nous sommes dit, à travers ces salons, nous devons réfléchir comment on peut arriver à mettre sur place les points de distribution de marchés locaux capables d'unir les différentes communautés ituriennes pour asseoir une paix durable. Et enfin, toujours dans le cadre des salons, la réflexion pourra aller également au-delà dans le cadre de relever les défis d'accessibilité au crédit agricole, c'est-à-dire comment localement nous pouvons créer un mécanisme de finance communautaire pourvu que l'État vienne aux efforts que la population est en train de faire. Avec la société Eljibor que nous représentons, il y a déjà des scénarios pareils qui commencent à marcher très bien. Nous espérons que le ministère de l'Agriculture, au niveau national, le gouvernement de la République prendra en considération cette date du 2 au 5 août sur les 2022. Au 2022. Alors, sur les salons une question me venue en tête pendant que vous étiez en train de parler. Au-delà de la force militaire et diplomatique, l'agriculture, est-ce que l'agriculture peut faire taire le bruit de bottes? Et le mécanisme sera appliqué pour le ressortissant ou pour des gens qui viennent de l'extérieur? Parce qu'au-delà des Codeco et des Lendo, il y a également un sérieux problème entre les groupes armés étrangères. Merci beaucoup. C'est la question sur laquelle nous avions déjà également intervenu un peu. Notre salon et notre politique visent plus les groupes armés locaux. Ça, c'est une précision de taille. Pourquoi les groupes armés locaux? Parmi les groupes armés locaux, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes, d'ailleurs, qui ont été même réinsérés lors de l'opération Conader en 1999. Il y a eu des démobilisations, des armements. Mais ces jeunes gens, aujourd'hui, se retrouvent encore dans les groupes armés. Il y a Codeco, il y a Tchiniakilima, Anituri, il y a également les groupes armés Zaïre. Mais ce sont des jeunes qui, avant d'entrer dans le secteur de groupes armés, qui étaient soit agriculteurs, soit éleveurs, soit pêcheurs. Alors aujourd'hui, le faire retourner de manière durable dans ce secteur apportera la paix. Et une paix durable. Et c'est dans ce cadre-là que nous l'avions également insinué avant l'état de siège, même aujourd'hui pour le gouverneur militaire. Les PDDRC, les programmes qu'a conçu le chef de l'État, un programme très ambitieux, devrait mettre d'abord en priorité l'agriculture. Parce que la paix n'est pas seulement l'absence de guerre. La paix, c'est s'attaquer aux autres facteurs qui peuvent contribuer à l'insécurité. Monsieur Raphaël, quand vous n'avez pas à manger, vous allez vous révolter. Oui. Quand il n'a pas à manger, par manque d'emploi. Mais l'État devrait maintenant créer sur base des potentialités existantes. Ituri, aujourd'hui, les 3/4 des notaires sont arabes. Mais pourquoi pas l'État investir dans ces secteurs pour dire voilà, les jeunes, nous allons vous prendre. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avions proposé une politique quand on était au ministère, mais pour le moment, on est en train de les travailler dans le secteur privé parce qu'il y a quand même un fort dynamisme dans le secteur, de créer une brigade agricole où les différents jeunes devront être encadrés. Les uns pour labourer, les uns pour atteindre des routes de dessert agricole, les autres pour les conditionnements. Et d'une manière générale, ils sont équipés. On pourra mettre fin à la guerre sans beaucoup d'opérations militaires. Les opérations militaires seraient plus pas serrées. Les opérations militaires sont bonnes pour les groupes armés étrangers. Mais pour les locaux, il faudra combiner. Ceux qui refusent, une réinsertion. Oui, ceux qui refusent l'opération
de réinsertion, l'armée s'en occupe. Mais ceux qui acceptent, on les réinsère dans ce secteur qui est porteur de croissance. Et quand, à la fin du mois, il sait qu'il a son 100 francs, il a son 1000 francs régulièrement, à quel moment il va penser à prendre les armes? Il n'y aura pas. Aujourd'hui, les cas concrets, c'est avec le service national. Ouais. Les Kuluna qui ont quitté Kinshasa sont aujourd'hui des agents de développement vers Kanyama CC. Et pourquoi pas développer cette politique? Et raison pour laquelle encore nous disons qu'au mois d'août, nous avons besoin de ces décideurs politiques de venir avec nous, comme il y a déjà des partenaires comme USAID qui sont déterminés pour appuyer cette politique. Au niveau de la province de l'Ituri, nous espérons que les autres vont emboîter ces pas, en fait qu'ensemble nous puissions relever les défis, car moi je suis persuadé que le seul secteur capable de créer des milliers d'emplois stables et durables en RDC, c'est l'agriculture. Donc du 2 au 5 août 2022, le salon Agropis, oui. le tout premier salon Agropis. Avec, il y a toujours des salons d'affaires, mais mais cette fois-ci, c'est salon d'affaires dans le secteur agricole pour la paix. C'est le premier et c'est ça l'innovation de cette société en disant donc, Agropis qui veut dire tout simplement l'agriculture pour la paix, voilà. Et la paix par l'agriculture. Voilà. Alors, le sommet avec l'USAID, quel est l'impact de ces sommets aujourd'hui dans la société, dans la communauté et dans la communication? Avec USAID, je ne veux pas parler à leur place, mais ce qui est vrai... Vous êtes un observateur, hein, vous êtes un expert. Vous avez suivi les discours, vous avez suivi également le fait. Le partenaire USAID, surtout avec l'approche de résilience, de la croissance inclusive dans les chaînes de valeur agricole qui sont mises en place à Ituri, nous espérons que les sommets, les différentes activités de résilience que nous sommes en train de mener avec eux, un signe prometteur pour assurer non seulement l'amélioration du pouvoir d'achat de la population rurale, ainsi que la résilience et le développement d'une manière générale. Et c'est dans ce cadre que nous demandons également aux autres partenaires de pouvoir suivre cette approche pour quitter de cette approche humanitaire, mais plus d'aller dans l'approche de résilience et de développement qui demeure une approche solide pour la paix et le développement de la région. Parlons à présent de l'état des sièges. Vous êtes sans ignorer que la partie Est et surtout Ituri est au cœur de l'état des sièges actuellement. Quel est votre aperçu? C'est vrai que vous étiez ministre en charge d'agriculture et pêche et élevage. Vous n'êtes plus actif compte tenu à cette opération militaire. Comment vous trouvez les opérations militaires ou soit l'état des sièges en Ituri? Est-ce qu'il y a évolution, régression? Quel est l'impact de l'état des sièges? L'impact de l'état des sièges se résume dans le rapport de la commission de défense de l'Assemblée nationale. Et le ministre de Défense l'a également souhaité que cela l'a bien signifié pour le public. Nous n'allons pas aller dans ces détails, mais ce que nous pouvons dire de l'état des sièges, pour que l'état des sièges soit encore une fois de plus solide, le gouvernement de la République devrait responsabiliser les forces armées de la République de se concentrer plus sur l'opération militaire et ramener les civils de se concentrer sur l'opération de développement. Quand le gouverneur militaire doit s'occuper des opérations militaires, au même moment doit s'occuper des opérations de développement, au même moment doit s'occuper des opérations de mobilisation des recettes, ça ne paye pas tellement bien. Il va falloir, comme le président lui-même l'avait dit, passer à une autre formule. Et la meilleure formule serait
de faire concentrer le militaire dans l'opération militaire et les civils assemblent avec les militaires en termes de développement. Et je crois à ce moment-là, les résultats seraient plus solides. Et le résultat est apprécié selon chacun. Moi, ma lecture que je viens de donner, mais la population a également leur lecture de l'état de siège. Mais le rapport de l'Assemblée nationale, le discours du chef de l'État par lequel il avait proposé de voir que le 15 juin, on devrait mettre fin, cela prouve à combien de fois il faut encore améliorer l'état de siège pour un résultat plus satisfaisant. Et nous sommes convaincus que les différents rapports, que ce soit de la commission défense de l'Assemblée, que ce soit du discours du chef de l'État, que je ne peux pas me permettre à discuter, contribueront effectivement à améliorer la situation sécuritaire sous état de siège. Merci Monsieur Pilo Dramani Gershom. Vous étiez ministre, donc juste avant l'état des sièges, donc vous êtes en suspension compte tenu au gouvernement militaire. Merci pour votre disponibilité. Un dernier mot pour la population itourienne et le Congolais en général, parce que des Congolais au-delà du Congo vous ont suivi également sur Internet. Et ici à Kinshasa, à la télévision, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais qui vous ont suivi? Ce que nous devons dire aux Congolais en général, de partout au monde et de l'Itourie, mobilisons nos efforts. Que la diaspora congolaise, que les Congolais de partout apportent leur soutien moral, leur soutien technique et financier pourvu que le secteur de l'agriculture puisse réellement devenir un moteur de la cohésion sociale, de l'unité et également au-delà de l'unité puisse devenir un moteur de la stabilité de l'Est de la République. Ça, c'est le premier élément de ce que je pourrais dire pour la population congolaise. Et le deuxième élément, unissons-nous pour défendre les valeurs de nos pères de l'indépendance, c'est-à-dire voir un Congo uni, fort et prospère dans tous les secteurs. Et je le rappelle encore, le meilleur secteur, c'est le secteur agricole, raison pour laquelle nous le mobilisons encore une fois de plus pour venir participer avec nous dans ces premiers salons AgroPIS qui aura lieu à Ituri, en fait qu'à travers l'agriculture, nous puissions ramener une paix durable pour faire de notre État un État de droit souverain et indépendant au sens réel. Merci, ça n'est fini pour cette édition. L'agriculture reste l'artère de développement dans plusieurs pays. La riziculture a aidé plutôt la Chine de se développer et d'autres pays également. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour cette édition. Le rendez-vous est déjà pris pour le mois prochain, donc du 2 au 5 août 2022. Je serai là. Déjà à l'Itourie. Venez également participer. Vous êtes opérateur économique, acteur politique et tant d'autres. Donc tout le monde est convié. Hein? Donc ouais, vous pouvez venir assister, partager cette expérience. On se retrouve déjà dès demain pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.